Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Je viens de Lyon, il y a très longtemps, plusieurs années de ça, un beau matin, il faisait nuit, on part avec un collègue en voiture. Il faisait froid, il faisait noir, c'était un peu triste, mais on allait chez un client. Pour se remonter le moral, on se dit, ce midi, après une dure demi-journée de travail, on fera un bon repas. C'est important de manger, c'est important de discuter. On arrive chez notre client, on travaille, dur, on fait des plans, de l'architecture, on travaille sur notre application. Et à un moment, notre client nous demande de lui garantir que toute la plateforme fonctionnera toujours. On se regarde, mon collègue et moi, on hésite entre rigoler et ne pas rigoler. On se dit, c'est une réunion sérieuse. C'est impossible, on ne peut pas vous garantir que toute la plateforme fonctionnera tout le temps. Et là, notre client nous répond, mais vous ne pouvez pas dire ça à un client. On se regarde à nouveau. Si, on vient de le dire. À partir de là, la réunion de travail était un petit peu plus tendue. Et au bout d'un moment, on a fini par repartir, reprendre la voiture et manger dans un fast-food sur une aire d'autoroute. Tant pis pour le bon repas. La morale de l'histoire, qu'est-ce que c'est? La morale de l'histoire, c'est depuis j'ai réfléchi un petit peu, et je me suis dit, ce besoin d'avoir une application qui fonctionne tout le temps, et il n'y a pas que mon client de l'époque qui l'a. Moi aussi, je veux une plateforme qui fonctionne tout le temps. Mes collègues aussi veulent une plateforme qui fonctionne tout le temps. Et même si je reste persuadé qu'il est impossible qu'une plateforme entière fonctionne tout le temps, et mes collègues en savent quelque chose, en général, on arrive à avoir une application qui fonctionne plutôt bien, presque tout le temps. Comment est-ce qu'on fait? Avant ça, tout le temps, ça veut dire 100%. 100%, c'est impossible. On va plutôt parler de nines, de X9, de X9. Quand on dit ma plateforme, mon application est disponible 2/9 du temps, on dit qu'elle est disponible 99% du temps. C'est pas terrible. Quand on dit elle est disponible 4/9, elle est disponible 99,99% du temps. Quand on fait un calcul sur une année, 2/9, ça va large, on peut prendre des vacances à Noël. Quand on fait un calcul sur un mois, par contre, 4/9, qui est ce qu'on nous demande assez souvent, ça nous donne 4,43 minutes d'indisponibilité par mois. 4 minutes et demie d'indisponibilité par mois, ça veut dire que vous n'avez pas intérêt à planter un développement. Mais, si vous êtes un petit peu fourbe, vous dites, ces 99,99% de disponibilité excluent les maintenances, à partir du moment où je les prévois une semaine à l'avance. Donc, toutes les semaines, vous envoyez un mail en disant « La semaine prochaine, il y aura une maintenance du lundi au dimanche » et c'est parfait. La disponibilité, qu'est-ce que c'est la disponibilité? C'est ce que je viens de vous dire, un service est opérationnel X 9% du temps. Ou alors, X% de requêtes réussissent. Ou alors, X% de requêtes répondent en moins d'un certain temps. Voire même, dans le cas d'un site de replay, X% de vidéos se lancent avec succès. L'indicateur que vous allez choisir va dépendre de votre métier. Et on peut avoir plein de nœuds de disponibilité. On peut être disponible toute l'année, sauf 53 minutes. Si ces 53 minutes tombent exactement le mauvais soir et que vous appelez le site de saisie des impôts, vous faites les titres de la presse. Et je suis sûr que leur disponibilité est excellente, mais ils sont tombés en panne juste le mauvais jour. Au-delà de la disponibilité, une autre notion importante, c'est la durabilité. La durabilité, assez souvent, on en parle pour du stockage de données, et on compte X% de mes données existeront encore au bout d'un an. À choisir, je préfère un service qui n'est pas disponible de temps en temps qu'un service qui perd des données. Un service qui perd des données, ça fait super mal. Et ça arrive. On peut s'appeler Amazon, avoir une perte d'alimentation dans un data center, les backups explosent, et on perd des données clients. Et les clients qui n'avaient pas fait de backup eux-mêmes de leurs données ont perdu des données. Ça arrive, et ces clients-là ont été bien embêtés. On a parlé de vision un petit peu technique des choses, mais finalement, la vision technique, c'est bien pour les gens dans cette salle, certainement, mais assez peu pour les gens à l'extérieur. Ce qui compte, c'est la vision de nos utilisateurs. Je suis utilisateur sur un site e-commerce, quel pourcentage d'ajouts au panier réussissent? Ou alors, je vais lire un site de presse, quel pourcentage de pages s'affiche en moins d'1 seconde et demie? Si toutes les pages s'affichent, mais qu'elles mettent 30 secondes à charger,
Le site ne va pas répondre à mon besoin. Ou alors, extrêmement important le midi quand on va au restaurant, est-ce que les paiements avec ma CB réussissent? Tout ça, c'est une vision utilisateur, ce ne sont pas des métriques techniques, et c'est ça qui compte vraiment. Comme le dit Charity Majors, les neufs, c'est bien, mais ils n'ont aucune importance si l'utilisateur n'est pas content. Ce qui compte sur nos applications, ce qui compte dans notre métier, ce n'est pas une métrique technique, c'est un utilisateur qui est satisfait de nos services. Et ce qu'on fait, ça a un impact dans la vraie vie. Imaginez une panne dans un data center aux US. Vous avez un verrou connecté. Vous ne parvenez pas à rentrer chez vous. C'est arrivé à des vrais gens, le soir, après une dure journée de travail, de ne pas pouvoir rentrer chez eux parce que Google avait subi une panne aux US. Enfin, vous vous sentez pas un petit peu bête dans votre jardin, à côté de votre plante verte, quand vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce que votre verrou connecté est en panne à cause d'un data center aux US? La solution, on va vous dire, on est en conférence, on entendra certainement parler aujourd'hui ou demain, les microservices, c'est génial, faites des microservices. Non, les microservices, ce n'est pas absolument génial, il n'y a pas de magie. Imaginons, c'est pour ça qu'on m'interdit de faire du front au bureau, pardon. Un utilisateur accède à une page web qui accède à un service. OK? Quelle est la disponibilité de ma page web? Si je sais que mon service a une disponibilité de 4.9, c'est assez facile. Ma page web a une disponibilité de 4.9. Tout va bien. Maintenant, autre cas. Toujours une page web, un utilisateur, mais ma page web charge des informations depuis un service A. Elle charge aussi des informations depuis un service B. Simplifions, ma page web ne dépend de rien d'autre que ces deux services. Les équipes de développement sont super efficaces, elles ne font jamais de bugs. Mes deux services ont une disponibilité de 4.9. OK? Et là, on se dit, bah, c'est cool, ma page web, elle a une disponibilité de 4.9. Eh bien, non, pas du tout. Les deux disponibilités se multiplient et ma page web a une disponibilité de 3.9 seulement. Et là, on repense au client qui nous disait, je veux que toute ma plateforme fonctionne tout le temps, que vous me le garantissiez, machin. Dur. Puis si on se rapproche un petit peu de la vie réelle, vos architectures, ça ressemble peut-être un petit peu plus à ça. Je n'avais pas la place sur l'écran de mettre plus de ronds. Une page web qui dépend d'un service, qui dépend d'un autre service, qui dépend d'un autre service, qui appelle le premier, puis qui dépend d'un quatrième service. Quelle est la disponibilité de ma page web? Qu'est-ce que je mets dans mon contrat? OK. Et attention, chacun de mes services va dépendre d'une base de données, d'un Elasticsearch, d'un serveur Redis, peut-être des deux à la fois. Quelle est la disponibilité de ma page web? Eh bien, compliqué. Et au moment où je réfléchis, je dois penser que ma base de données elle-même a un taux de disponibilité. Le service de base de données d'Amazon, par exemple, RDS, me garantit 3,9,5 de disponibilité. Autrement dit, si j'ai une application qui dépend de ce service, je ne peux pas, moi, garantir 99,99% de disponibilité. Sauf si mon application sait fonctionner sans sa base de données. Bon courage. Et puis, quand on regarde le schéma, il y a une chose qu'on a oubliée. Toutes les flèches noires, ce sont des requêtes. Ces requêtes, elles se font toutes vers des noms de machines, des noms DNS, jamais des adresses IP. Donc pour chacune des flèches qui est ici, on dépend d'un service DNS. Et nous autres développeurs, nous considérons que le DNS, ça marche toujours. Eh bien non, le DNS, ça ne fonctionne pas toujours. Croyez-moi, depuis que je suis plus côté Ops, je sais que le DNS ne fonctionne pas toujours. Je vous laisse quelques secondes avec cette photo de chat un petit peu perdu. Réfléchissez à vos infrastructures. Est-ce que vous êtes capable de dire quelle est la disponibilité théorique de votre plateforme? Bon courage. Je parlais de microservices. En fait, si tous vos microservices communiquent les uns avec les autres, félicitations, vous avez créé un monolithe distribué. Et les systèmes distribués, c'est facile, n'est-ce pas? Non, c'est pas facile. Alors, dans la vraie vie des vrais gens, comment ça se passe? En mars cette année, au printemps, avec un collègue, on est parti en conférence à Londres, une conférence qui s'appelle la KubeCon, pleine de retours d'expérience, cloud, DevOps, Kubernetes, vraiment super, super intéressant.
Et on s'est dit, on va voir des gens de Airbnb, de la BBC, du Financial Times, qui vont nous parler un petit peu de comment marche leur plateforme. Et là, une des toutes premières conférences sur les 3 jours nous dit, les choses vont échouer, c'est normal, c'est un fait, habituez-vous. Ok, ça fait du bien d'entendre d'autres gens le dire. Et puis on enchaîne une autre conférence un petit peu plus tard dans la journée. Tout va échouer si vous laissez un petit peu de temps passer. Ça se rapproche assez bien de mon expérience. Ça nous a plutôt rassurés. Mon collègue et moi, on était contents. On s'est dit finalement, c'est pas nous qui sommes mauvais, ça a l'air d'être normal. Et puis on continue dans le cycle de conférence. On nous dit, à l'échelle, les choses échouent beaucoup. Et là, on était aux anges, on a noté toutes ces citations, on est revenu au bureau, on a fait un compte-rendu aux collègues, et on a dit, bah, ça échoue, c'est normal, débrouillez-vous pour gérer ces échecs. En fait, un système distribué n'est jamais opérationnel. Un système distribué, ça existe dans un état permanent de service partiellement dégradé. Et j'aime beaucoup cette citation, c'est pour ça qu'elle a donné le titre de ma conférence. Votre système, votre plateforme, n'est jamais pleinement opérationnelle. Elle existe, partiellement dégradée, c'est la vie, c'est comme ça. À vous de savoir gérer cette dégradation partielle. Alors, si on s'inspire de faits réels, je reprends mes schémas, encore un, une page web. Un utilisateur qui accède à cette page web. Cette page web dépend d'une API. Cette API dépend d'une deuxième API qui dépend de sa propre base de données. La page web dépend d'une troisième API qui dépend de la première. Enfin, bref, ça commence à être quelque chose qui se rapproche souvent de la réalité. Si vous avez une grosse plateforme, vous avez 50 API qui s'appellent les unes et les autres comme ça, bon courage. Mais tout marche bien. C'est bien, c'est cool. Sauf qu'un jour, un développeur déploie en production une évolution, peut-être un bug, une boucle infinie, et l'application A devient folle. Elle appelle en boucle l'application B. L'application B, en cascade, devient folle et appelle en boucle sa base de données. La base de données devient surchargée et s'écroule complètement. Paf, la base de données. L'application B ne fonctionne plus, l'application A s'écroule en cascade. Puisque l'application C dépend de l'application A, l'application C capote, et donc votre page web n'est plus là. L'utilisateur n'est pas content. Et c'est le moment où vous vous rappelez, pour votre plus grand plaisir, qu'il y a 3 ans, quelqu'un qui est parti maintenant avait un jour codé un web service pour un partenaire. Et ce web service tapait sur cette base de données. Ça fait 3 ans qu'il marchait, puis personne n'y pensait. Ce web service était utilisé par le site web de votre partenaire, et votre partenaire, bien sûr, a des clients. Puisque la base de données est en carafe, le web service est complètement KO, la page web de votre partenaire ne sait pas fonctionner sans ce web service et s'écroule, et les utilisateurs, les clients de votre partenaire, pas contents, pas contents, pas contents. Et c'est le moment où le CEO de votre partenaire appelle le CEO de votre entreprise, qui appelle son CTO, qui déboule dans le bureau en faisant « réparez-moi ce merdier ». Bon courage. Et vous avez 4 minutes 43. Quand une application explose et qu'elle emporte toutes les applications autour d'elle, on dit qu'elle a un gros blast radius, un gros rayon d'explosion. Mais plus vous réduisez le blast radius d'une application, plus vous fiabilisez votre plateforme. Si mon site web sait fonctionner sans la base de données qui a planté, tant mieux, c'est parfait. Ma plateforme n'est pas complètement dans les choux. Heureusement, tout n'est pas perdu. On a des outils qui peuvent nous aider. Première chose, les 3 piliers de l'observabilité. Je vais considérer que c'est un prérequis, que vous avez des logs, que vos applications génèrent des logs, que ces logs sont utiles accessoirement, que vous avez des métriques, que ces métriques sont utiles, et peut-être même, mais c'est plus rare, que vous avez du tracing distribué. Vous avez une stack d'appels, vous savez par où passent les requêtes, et vous savez quelle étape d'une stack d'appels crée des lenteurs. Le tracing distribué, on n'y est pas tous encore. Il y a des compromis, les logs, ça coûte très cher. Quand on génère 1 téraoctet de logs par jour, ça coûte une blinde à ingérer et à stocker et à indexer. Les métriques, quand on en génère 700 000, je crois, en ce moment, ça coûte aussi un petit peu en ressources, en stockage. Et le tracing distribué, ça demande de stocker tellement de données qu'on n'arrive pas à tout stocker et on est obligé de stocker uniquement 1% des requêtes. Et si on n'a pas de chance, le bug ne se produit pas sur le pourcent de requêtes qu'on a stocké. Dommage. Un peu de vocabulaire maintenant. Je vais commencer par ce qu'on appelle des SLI, des Service Level Indicators. Un SLI, c'est une mesure qualitative d'un aspect
d'un niveau de service. Donc une mesure d'un aspect, c'est une mesure qualitative, elle part d'un niveau de service. Ça demande souvent de faire des compromis. On ne peut pas stocker plein de mesures. Donc on va faire des taux, peut-être le 99,99% dont je parlais tout à l'heure. Ou on va calculer des moyennes, ou des percentiles. Un indicateur. Vous voulez peut-être des exemples de SLI. Alors, ces exemples, qu'est-ce que ça va être? La latence, c'est un très bon exemple de SLI. J'ai besoin de X millisecondes pour répondre à un type de requête. Ou alors, le taux d'erreur, c'est aussi un très bon SLI. X% des requêtes échouent. Ou encore le débit. Mon application est capable de traiter X requêtes par seconde. Et puis des choses qu'on a déjà vues, la disponibilité et la durabilité. Une fois qu'on a ces indicateurs, et vous noterez ici qu'il n'y a pas de valeur dans ces indicateurs, on peut passer au SLO. Les SLO, ce sont des objectifs. Donc un SLO, c'est une valeur cible pour un niveau de service mesuré par un SLI. Attention, c'est difficile. Quels objectifs allez-vous vous fixer? Et surtout, quel effort êtes-vous prêt à fournir pour atteindre ces objectifs? Mon client qui demandait de garantir que 100% de la plateforme fonctionnerait toujours, alors déjà c'est un ensemble d'objectifs larges comme ça, mais il n'était pas prêt à nous payer infiniment pour que sa plateforme fonctionne toujours. Ça demande un effort d'avoir quelque chose qui marche beaucoup. Quelques exemples. On va reprendre les indicateurs qu'on a vus juste avant, et on va coller des valeurs cibles sur ces indicateurs. Par exemple, pour un type de requête donnée, mon application répond en moins de 25 millisecondes. C'est un objectif. Ou alors, j'ai moins de 0,01% des requêtes qui échouent. Ou peut-être, mon API est capable de répondre à au moins 250 requêtes par seconde. Ou en disponibilité, on l'a vu, 4,9. Et en durabilité, j'ai, par exemple, 14,9% de chances qu'un fichier existe encore dans un an. Il y a des services qui vous promettent cette durabilité. Le jour où vous perdez un fichier, faites un article de blog, il passera sur Reddit, il passera partout, ça sera génial. Les SLO, c'est génial. C'est extrêmement puissant. C'est un pouvoir qui vous est donné. Pourquoi? Parce qu'un objectif, ça vous donne un budget. Si votre niveau de service est supérieur à l'objectif que vous vous êtes fixé, vous êtes les rois du monde. Vous avez le droit de casser des choses, vous faites ce que vous voulez. C'est le moment ou jamais de développer, par exemple, faire notre métier, ou expérimenter. Vous atteignez largement vos objectifs, vous pouvez tout casser. Allez-y, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Par contre, si votre niveau de service est inférieur à vos objectifs, c'est peut-être le moment de redescendre un petit peu en enthousiasme et d'arrêter de tout casser, et plutôt à la place d'arrêter les nouveautés et de stabiliser votre plateforme. Donc ces objectifs que vous êtes fixés, qui correspondent à un niveau d'effort que vous êtes prêt à fournir, c'est un immense pouvoir. Profitez-en. Et enfin, on en vient seulement au SLA. Là où c'est assez marrant, c'est que les SLA viennent en dernier, alors que c'est ce dont on parle toujours. Mais les SLA sont un contrat passé avec un utilisateur. Un SLA, c'est quelque chose de légal. Ça spécifie des conséquences, en général financières, des pénalités financières, qui arrivent si des objectifs ne sont pas atteints. C'est pour ça que je dis qu'il faut stabiliser. Et c'est lié à des décisions business ou produit. La personne du business est prête à payer des pénalités si votre application plante tout le temps. Et on peut jouer avec les deux. On peut même avoir l'honnêteté d'annoncer les deux à nos clients. C'est ce que fait S3, un service de stockage de fichiers chez Amazon. Ils disent que leur objectif est de 99,99% de disponibilité. Par contre, ils sont malins, ils s'engagent seulement sur 3,9 de disponibilité par contrat. Vous pouvez faire pareil. Allez-y, si ça passe dans un contrat. On résume. Désolé pour ceux qui ne voient pas les couleurs. SLI, SLO et SLA. Première chose, on définit des indicateurs et des objectifs. Mettons, notre API doit répondre avec succès à 99% des requêtes reçues pendant un mois calendaire. Ce qui est en bleu, c'est un indicateur. Répondre avec succès à des requêtes reçues pendant un mois calendaire.
Le SLO, l'objectif, c'est 99%, c'est la valeur. Une fois que j'ai défini mon indicateur et mon objectif, je peux passer à mon contrat qui dit « En cas de non-respect de cet engagement contractuel, nous vous offrirons une réduction de 25%, blablabla, enfin ce que vous voulez. » Je vois des photos qui sont en train d'être prises. C'est maintenant qu'il faut prendre les photos au moment où vous pensez en parler à votre département légal. Ne citez pas Pascal Martin dans un contrat. Vous avez des indicateurs, vous avez des objectifs. Comment est-ce que vous savez quand vous n'atteignez pas ces objectifs? Eh bien, vous avez des alertes. Si vous avez de la chance, Slack le matin ne ressemble pas à ça. Ces alertes sont toutes uniques, sont toutes arrivées réellement, et il y en a plein que je n'ai pas affichées. Moi, quand je vois ça le matin, je ressors du bureau, je vais prendre un café, et j'espère que quand je reviendrai, mes collègues auront dépilé les alertes. Des fois, on est nombreux au café. Et là où c'est vraiment gênant, c'est quand le soir, en dehors des heures ouvrées, on a ce type de message en réponse aux alertes. Salut, il y a eu une alerte, comment je sais d'où elle vient? Ok, l'alerte est peut-être mal foutue, elle n'apporte pas assez d'informations. Ou alors, on a une alerte critique qui réveille une personne d'astreinte pour un environnement de staging. On s'en fout du staging la nuit. Ou alors, à 21h25, la personne d'astreinte demande « Coucou, est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose qui pourrait expliquer cette alerte ?» À 21h25, non, on n'est pas en train de faire quelque chose qui pourrait expliquer une alerte. Ça veut dire que la foultitude d'alertes qu'on a avant, y compris certaines alertes qui réveillent des gens la nuit, bah, soit elles ne servent à rien parce qu'elles sont en staging, soit elles ne sont pas informatives et on ne pourra pas agir dessus. Donc, les alertes, c'est uniquement quand il faut intervenir. Uniquement quand il faut intervenir et qu'on peut y faire quelque chose. Petit exemple, petit jeu. J'ai une première application qui consomme 30% de CPU. C'est une métrique. J'ai une autre application qui consomme 90% de CPU. Une autre métrique. Une métrique système que les ops ont l'habitude de regarder. Et maintenant, je me pose deux questions. Laquelle de ces applications est la meilleure? Et faut-il réveiller une personne pour intervenir? Je ne sais pas répondre à ces questions. Je ne sais absolument pas répondre à ces questions. Et en vrai, ces questions n'ont aucune importance. La question qui a de l'importance, c'est celle-ci. Quel est le ressenti pour mes utilisateurs? Mon application qui consomme 90% de CPU, elle se comporte peut-être très bien. Et même, elle utilise à fond sa machine. C'est bien. Mon application qui ne consomme que 30% de CPU, elle est peut-être super lente, avec la base de données qui a du mal, et je paye 70% de CPU pour rien parce que je ne les consomme pas. Encore un petit schéma, pas d'animation cette fois-ci, désolé. Une application A appelle une application B qui appelle une application C. L'application C est complètement dans les choux. Qui est-ce que je réveille? Qui est-ce que mon système automatisé d'alerte réveille? L'équipe qui gère l'application C. L'équipe qui gère l'application B. L'équipe qui gère l'application A. Il peut y avoir un OU entre les trois, il peut y avoir un ET entre les trois. Qui est-ce que vous réveillez chez vous? Et bien assez souvent, on va réveiller l'équipe qui gère l'application B. Parce que l'application B fait des requêtes HTTP, elle prend des erreurs 500 ou des timeouts, elle sonne dans tous les sens. Un peu farineux, on se réveille, on fait « Application B, ok, il y a des erreurs, mais j'y peux rien, c'est pas moi qui gère l'application C, c'est l'application C qui est plantée, pourquoi j'ai été réveillé ?» Donc là, on réveille quelqu'un d'autre, on retourne se coucher, on a passé une mauvaise nuit, pour rien. C'est l'équipe qui gère l'application C qui doit être réveillée pour dépanner son projet. Ça demande de l'instrumentation adaptée et un mécanisme d'alerting adapté. Alors maintenant, améliorer la résilience. Je vais vous donner des pistes. Une partie de ces pistes, ça peut vous prendre plusieurs mois de travail. Bon courage. La première chose, c'est être préparé. C'est le manager de notre équipe sysadmin. Coupure de courant un matin au bureau. On a 2 connexions Internet, c'est top. Par contre, on n'a qu'une seule alimentation électrique. Et quand il y a une coupure de courant, et voilà, on n'a pas les alertes, bon côté. Mais par contre, l'onduleur, il sert pour la machine à café. On est prévoyant. Il n'a pas tenu longtemps.
Non, en vrai, ne pas improviser. Quand vous faites quelque chose, faites-le en environnement de staging et documentez ce que vous avez fait. Vous avez rencontré des difficultés, vous les avez résolues, documentez-le. Et ensuite, seulement passez à l'environnement de production en utilisant cette documentation. Ou alors, vachement mieux, automatisez. Décrivez votre infrastructure et votre déploiement sous forme de code. Et ensuite, déployez en environnement de développement, de staging et de production, c'est un clic qui déploie la même chose et ça marche forcément en prod, puisque ça marchait en staging avant. Ça marche souvent en prod, parce que ça marchait en staging avant. Des microservices. J'ai tapé sur les microservices tout à l'heure. Je vais recommencer. On a souvent cette architecture-là, une page web qui appelle un service A, qui appelle un microservice B, qui dépend de sa base de données. Le service B s'écroule. Que se passe-t-il? Le service A s'écroule en cascade et les utilisateurs ne sont pas contents. Maintenant, on a une deuxième architecture. Page web appelle un service A, un microservice A, et ailleurs, on a un service B avec sa base de données. A n'appelle plus B. À la place, un mécanisme de communication asynchrone est mis en place pour que B pousse des informations vers A, qui les stocke dans sa propre base de données. Si B s'écroule, A continue à fonctionner. Ça, ce sont des vrais microservices en bas de l'écran. En haut, ce sont des faux microservices. Bien sûr, la solution résiliente en bas demande plus de travail. Oui, c'est comme ça, mais si vous voulez que ça marche, il faut faire un effort. Et comme le dit cette personne qui a vraiment totalement raison, des microservices sans communication asynchrone sont tout aussi mauvais qu'écrire une bonne grosse application monolithique. Juste, vous rajoutez des problèmes. En cas de problème, justement, mettez en place des fallbacks. Vous générez un site dynamique et des informations mises à jour fréquemment. Si vous n'arrivez pas à générer un site dynamique, affichez une version statique. Ça datera d'1 heure avant, mais souvent, ça répondra à vos utilisateurs mieux qu'une page blanche. Sur une application mobile, vous ne parvenez pas à appeler une API. Peut-être parce que l'utilisateur n'a pas de réseau. Fournissez-lui des données statiques, ça sera mieux que rien. Et puis, vous dépendez d'une base de données qui s'est écroulée, mais vous avez stocké des informations en cache. Ce cache date un peu, il a expiré. Tant pis, utilisez quand même ces données. Ça va dépendre de votre business, vous ne pourrez peut-être pas toujours le faire, mais assez souvent, ça peut marcher. Et c'est mieux qu'un truc qui plante lamentablement. Continuons en parlant de mode dégradé. Il y a pas mal de temps, j'ai bossé dans la presse. Un site de presse, ça ressemble un petit peu à ça. Un bandeau en haut, un diaporama qui défile, un article sur la partie gauche de l'écran, et puis plein de blocs, les news, la météo, des publicités, les best deliver, whatever. Imaginons le service qui me permet de charger les informations d'un de ces blocs est KO. Qu'est-ce que je fais? Je plante lamentablement et j'affiche rien du tout? Ou alors, j'ai codé un mécanisme qui me permet de ne pas afficher juste le bloc problématique. Et mon utilisateur est toujours satisfait. Et puis allons un petit peu à l'extrême. Le bloc des news en flash en haut, il bouffe plein de ressources. Mon serveur est surchargé, peut-être parce qu'il y a des inondations à Marseille, il n'y a pas de TGV, ce genre de choses. C'est arrivé hier. Juste, je ne l'affiche pas, tant pis. Le contenu de mon article, il est encore là, c'est mieux que rien. Et puis continuons un petit peu à l'extrême, ça je peux l'enlever aussi, ça je peux l'enlever aussi, en fait tout ça je peux l'enlever aussi. Et mon utilisateur voit toujours le contenu de son article. Et c'est vachement mieux que on est désolé, revenez plus tard. L'utilisateur n'en reviendra pas plus tard. Et c'est encore mieux que site inaccessible, on s'est complètement écroulé, on ne peut même pas afficher une page d'erreur. Un mode dégradé, c'est mieux que ça. Quelques autres exemples. J'ai une liste de souhaits qui contient 10 articles. Je n'arrive pas à charger les informations du 10e. Affichons 9 articles, c'est mieux qu'aucun. Je l'ai vu sur Amazon. J'essaye de passer une commande. J'ai un problème avec les informations d'un article. Tant pis, je commande quand même les 3 autres. Et après, je gère un workflow avec mon client pour lui permettre de passer commande du 4e article le lendemain. Mais il en aura au moins commandé 3. Afficher des données non personnalisées. Sur un site de presse, bonjour monsieur Martin. Si le site m'affiche juste bonjour, je ne serai pas vexé. Bien sûr, posez-vous des questions avec les gens de votre business sur les impacts. Est-ce que vos utilisateurs seront satisfaits? Qu'est-ce qui va le plus satisfaire vos utilisateurs? Un site complètement tanké ou un site avec un petit bloc en moins? Quel impact ça a aussi sur la performance business? Ça va demander de savoir mesurer ces impacts
et peut-être de définir des SLI et des SLO business. Les indicateurs et les objectifs, ce n'est pas réservé à la technique. Et puis quelques pistes techniques. Scaler en fonction de la durée des requêtes et pas du CPU. Le CPU, on s'en fout, ce qui compte, c'est la perception utilisateur. Si vous appelez plein d'API, au lieu d'attendre 30 secondes pour chaque API avant qu'elle échoue, échouez rapidement et ignorez une API, tant pis, ça fera un bloc de moins, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Réessayez en cas d'échec. Un appel à une API échoue, réappelez l'API. Et là, soit vous écroulez tout, soit vous ne réappelez qu'un nombre limité de fois en attendant de plus en plus longtemps entre chaque appel. Soyez gentils avec les gens qui codent les API, s'il vous plaît. Faites du feature flipping. Votre site a un petit peu de mal, il est un petit peu chargé, désactivez des fonctionnalités. Automatiquement, bien sûr. Ne réveillez pas quelqu'un à 21h, 23h, 3h, 4h, 6h pour désactiver une fonctionnalité. Codez ça. Et puis soyez prudents pendant vos déploiements. On le sait bien, ce qui cause des problèmes sur les sites, c'est quand même souvent des bugs. Et ces bugs, ils sont développés par des développeurs. Donc ne déployez pas une nouvelle version de l'application à 100% de vos utilisateurs. Déployez une nouvelle version de l'application à 5% des utilisateurs. Et quand elle marche pour ces 5% d'utilisateurs, déployez-la à tout le monde. Au pire, vous planterez 5% de l'utilisateur. Et puis une petite idée, on en parlera un petit peu plus dans la conférence d'après. Je reviens à mon site qui appelle A, qui appelle B, qui est une base de données. Par malheur, ma base de données devient un petit peu surchargée. Qu'est-ce que je fais? Je m'écroule complètement, ou alors je décide de trancher brutalement 10% du trafic. 10% des requêtes qui arrivent, je les envoie dans un trou noir. J'aurai 10% d'utilisateurs insatisfaits. OK. Mais ma base de données va s'en remettre, et j'aurai 90% d'utilisateurs satisfaits. Il vaut mieux 90% d'utilisateurs satisfaits qu'un site complètement en carafe. Mettez en place de la redondance. Vous avez une base de données utilisée par une API, faites un read réplica. Si la base de données primaire s'écroule, basculez sur le réplica et votre application continuera à fonctionner. Ou même, si vous avez les moyens, au lieu de déployer votre application uniquement en France, déployez-la aussi dans d'autres pays, peut-être à Londres, à Francfort. Si une inondation arrive à Paris et que votre data center est noyé, vous aurez 2 autres data centers pour répondre à vos utilisateurs. Voire même, si une météorite emporte l'Europe, déployez dans plusieurs endroits du monde. L'Europe, vous aurez un petit délai sur la réplication des données, ça sera souvent assez peu problématique. Le reste du monde, par contre, il faut compter des fois 100, 200 millisecondes, et donc vous aurez des problématiques de synchronisation de données. Bon courage. Comme je disais tout à l'heure, améliorer la résilience des applications, c'est du boulot. Puis je ne peux pas parler de résilience sans parler de chaos engineering. Le chaos engineering, c'est... On pourrait faire une conférence entière dessus, donc on va résumer, on va dire c'est un état d'esprit où on prévoit que tout peut et tout va casser. C'est comme ça, c'est normal, ça casse. Mais du coup, plus les pannes sont fréquentes, mieux on sait les gérer, voire même mieux on sait les gérer automatiquement. Donc soyons un petit peu courageux et cassons nos applications nous-mêmes. On aura l'habitude de les réparer, ou on saura mettre en place des systèmes pour qu'elles se réparent automatiquement. Et vous avez un outil qui est connu pour ça, il y en existe plein d'autres, c'est un outil qui s'appelle Chaos Monkey. Son rôle, c'est de tuer des conteneurs ou des machines virtuelles. Comme ça, au hasard, n'importe quand. Les premières semaines, ça ne se passe pas toujours très bien, donc faites-le pendant les horaires où vous êtes au bureau. Mais au bout de quelques mois, je vous garantis, ça marche nickel, parce que vous avez corrigé les problèmes dans vos applications. Aujourd'hui, en production, on perd tous les jours entre 30 et 50 serveurs, et ça ne clignote pas, on ne s'en rend pas compte. C'est juste normal, on le sait. Donc le jour où un serveur tombe par accident, bah, ça sera le 51e serveur de la journée qui s'éteint, c'est pas grave, quoi. Et ça, faites-le en production. Tuez des serveurs en production. Vous allez chez votre hébergeur, vous faites kill le serveur. Le premier jour, ça se passe mal, faites-le peut-être en staging le premier jour. Et au bout d'un moment, ça marche vachement mieux. Le cloud, solution magique, j'ai fait une conférence l'année dernière en disant qu'on migrait dans le cloud et que c'était absolument génial. Effectivement, on a de l'élasticité, de l'auto-réparation, de la haute disponibilité. On peut déployer chez Amazon, Google, Azure, n'importe où dans le monde entier. Par contre, tout se paye, des fois cher. Le SLA des services n'est pas toujours défini, ou alors il ne correspond pas à celui que vous souhaitez.
et vous ajoutez une bonne petite complexité assez fun dans vos infrastructures. Et puis une approche DevOps, il fallait que je casse le mot quelque part quand même. Quel est notre objectif en tant que développeur, en tant qu'administrateur système, en tant que DevOps? Quel est notre objectif au travail? C'est pas de coder une API. C'est pas non plus de configurer des serveurs. C'est encore moins de déployer une application. Non. Notre objectif, notre rôle, c'est de fournir un service. Et pour ça, travaillons ensemble et tendons vers un seul métier. Et puisqu'on est en conférence, et qu'on voit souvent du conférence-driven development, on repart de conférences avec plein d'idées, choisissez des technologies boring, des technologies ennuyeuses. MySQL, ça date de, je ne sais même pas quand ça date tellement c'est vieux, mais ça marche, tout le monde connaît MySQL, et si vous avez un problème, quelqu'un saura vous aider. Le dernier truc méga hype à la mode, en conférence, c'est cool. Mais alors quand il faut débugger à 3 h du mat', on regrette un peu MySQL. Si des choses cassent, parce que mine de rien, ça arrive, c'est la vie, des choses qui cassent, un jour ou l'autre, ça va vous arriver, communiquez. Communiquez en interne, entre collègues. Les personnes qui interviennent sur l'incident doivent savoir ce qu'il se passe et ce que font les unes les autres. Communiquez auprès de vos autres services. Par exemple, le service support, il a besoin de savoir qu'il y a un incident. Si plein de gens appellent et qu'ils disent non, il ne se passe rien, communiquez aussi en externe auprès de vos clients. Et communiquez régulièrement. Bonjour, ça fait 1 heure que nous avons tel problème, nous travaillons dessus, nous espérons le résoudre demain. Et puis, pas de panique. Ayez des solutions toutes prêtes à l'avance. Si vous avez des solutions, vous les appliquez, peut-être automatiquement, plus d'incident. Suivez des documentations et des procédures. Le moment où un incident arrive, on est un petit peu stressé, on est un petit peu sous pression. C'est absolument pas le moment où il faut commencer à faire n'importe quoi. Continuez à bosser, comme d'habitude, suivez les mêmes procédures. Vous faites des pull requests systématiques, du code review, faites-le même pendant un incident. Bossez en pair pendant un incident, vous êtes stressé, vous êtes sous pression, vous allez faire n'importe quoi, bossez à 2. Et puis, prenez soin de vous. Dormir, c'est extrêmement important. On fait moins d'erreurs quand on est en forme, mais vraiment moins d'erreurs. Et si vous avez 6 personnes dans une équipe, 3 personnes se mettent sur l'incident, et quelques heures après, 3 autres personnes peuvent prendre le relais. On n'est pas capable de rester sur un incident 12 heures d'affilée, croyez-moi. Une fois l'incident terminé, c'est le moment d'apprendre. Que s'est-il passé pendant cet incident? Toutes les étapes, toutes les personnes qui sont intervenues, qu'ont-elles fait? Ça vous permettra de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et d'en tirer des actes d'amélioration, des actions d'amélioration. À la fois pour éviter que cet incident spécifique ne se reproduise, mais aussi pour apprendre pour les futurs incidents. Et il y en aura d'autres, c'est la vie, ça ne peut pas marcher toujours. Du coup, en conclusion, vous avez, ou nous avons tous, du boulot. Et c'est cool. Il y a plein de choses à faire, plein de solutions à mettre en place. Et je voudrais juste vous rappeler cette citation, j'ai déjà affiché tout à l'heure. Les systèmes distribués ne sont jamais opérationnels. Ils existent dans un état permanent de service partiellement dégradé. Merci. Il nous reste 1 minute et 10 secondes pour une question peut-être, sinon vous me trouverez à la pause midi au niveau du stand antenne, si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas. T'as une question ? Bonjour. Vis-à-vis de Chaos Monkey, comment on fait pour en parler à son DSI, de dire qu'on va casser la prod, sans se faire soit passer au lance-flamme tout entier, ou mieux se faire virer, ou encore mieux se faire complètement blacklister de toutes les DSI parisiennes? J'ai complètement triché, je n'ai pas utilisé Chaos Monkey, j'ai fait une autre approche. Nos services sont déployés chez Amazon, et Amazon a un concept d'instances spot, qui sont des instances qu'Amazon peut reprendre à n'importe quel instant, mais qui coûtent 60 ou 70% moins cher. Et le 70% moins cher, c'est un super bon argument. Malheureusement, on va devoir arrêter là, parce qu'elle a été un petit peu long. Mais c'est bientôt la pause déjeuner, je vous invite à aller le voir à ce moment-là. Merci.